Donc, sans plus attendre, je vais introduire notre conférencière d'aujourd'hui, Madame Nathalie Barrette, professeure titulaire à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval depuis maintenant 18 ans. Elle enseigne au département de géographie les cours climatologie et changement climatique au premier cycle. En 2013, elle a conçu et mis en ligne un micro-programme de deuxième cycle sur les changements climatiques, pour ceux que ça intéresse. Nathalie Barrette est également chercheure à l'Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société. Sa recherche s'intègre dans la géographie environnementale. Elle s'intéresse au suivi des conditions environnementales et aux transformations de ces conditions dans le contexte des changements climatiques. Ses travaux portent sur le Québec et les milieux tropicaux. Elle a entre autres dirigé un atelier sur la gestion des risques hydrométéorologiques en Haïti en association avec l'Université de Genève. Récemment, son équipe et elle mettaient en ligne un atlas web, l'atlas de la vulnérabilité.ca, sur la vulnérabilité des populations québécoises aux vagues de chaleur et aux aléas hydrométéorologiques destinés au grand public. Je crois également que Nathalie a rejoint récemment le réseau intersectoriel sur les inondations du Québec. Et c'est sans plus attendre que je te cède la parole pour ce webinaire, Nathalie. Merci. Merci beaucoup. Je te remercie et je remercie bien sûr Résilience pour son invitation dans un premier temps. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir l'opportunité de partager ce qu'on fait, surtout si ça peut être utile pour ceux et celles qui écoutent aujourd'hui. Comme le disait si bien, je vais vous présenter ce fameux atlas de la vulnérabilité des populations québécoises aux aléas climatiques. C'est un outil qui était destiné au départ aux aménagistes, donc aux personnes, aux praticiens de l'aménagement du territoire. Puis vous allez voir que petit à petit, ben, les choses ont évolué et c'est un peu les résultats de tout ça là, que je vous présente aujourd'hui. Je veux juste profiter du moment aussi pour dire que, évidemment, ce projet-là, c'est pas moi qui ai réalisé ça toute seule. Il y avait beaucoup de gens, mais il y avait surtout beaucoup d'étudiants gradués. Donc, j'ai mis en jaune ici tous les étudiants gradués qui ont participé. Certains avaient carrément leur sujet de mémoire là, qui était en lien direct avec ce projet-là. Et bon, l'ensemble ici ont tous diplômé, sauf une là, qui vient juste de réaliser son dépôt initial, mais croyez-moi, le mémoire est excellent. Donc, elle devrait aussi diplômer. Donc, je suis très contente là, que ça a permis la formation de tous ces étudiants. Donc, rapidement, je vais aller sur le plan de présentation. Dans le fond, une rapide mise en contexte. Par la suite, je vais dire un petit mot très rapide aussi sur l'enquête auprès des aménagistes parce que le temps ne nous permet pas d'élaborer ce point-là. Et je vais me concentrer davantage sur le développement des indicateurs de vulnérabilité, surtout si vous souhaitez éventuellement les utiliser pour que vous puissiez savoir exactement comment on les a développés et qu'est-ce que ça signifie exactement. Et j'ajouterai ensuite une petite section sur la diffusion de la cartographie, des résultats dans le fond, et parler un peu du potentiel à venir de la classe et des suites à donner. Alors, la mise en contexte, ben, je préciserai d'abord que ce projet-là a été initié à la demande de l'INSPQ, Pierre Gosselin pour ne pas le nommer. Et l'idée, donc, c'est que l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de certains aléas, plus particulièrement les vagues de chaleur et ce qu'on a regroupé sous le terme aléas hydrométéorologiques, mais ça peut être par exemple les inondations, bien, c'est certain, ça accentue vraiment la menace qui pèse sur à la fois la sécurité des populations, mais aussi il y a des enjeux, bien sûr, de santé. Et l'idée, dans le fond, c'est que cette vulnérabilité-là dans l'espace, elle n'est évidemment pas également répartie. Et que, en tout cas, selon évidemment la taille des municipalités, on n'a pas nécessairement les moyens matériels et humains pour faire une évaluation globale de cette vulnérabilité-là. Et donc, l'idée ici était de pouvoir offrir ce produit-là éventuellement. Alors, ce qu'on voulait, ou en fait l'idée de départ, c'est qu'on se disait qu'en fournissant ces cartes de vulnérabilité aux professionnels de l'aménagement du territoire, ceux-ci pouvaient éventuellement peut-être faire une meilleure intégration, en tout cas avoir une opportunité de peut-être intégrer les aléas climatiques dans leur pratique, que ce soit au niveau d'activités de sensibilisation ou au cœur de leur travail de planification ou même voire de prévention. Donc, vous voyez qu'au départ, le projet est très, très orienté là, autour des praticiens de l'aménagement. Alors, c'est certain qu'une des premières étapes a été de mener une enquête auprès de ces aménagistes
Je vais vous décrire un peu les étapes de l'enquête et puis juste après, je vous dirai un peu les thématiques sur lesquelles ces personnes-là ont été questionnées. Donc, au départ, ce qu'on a fait, on a voulu aller rencontrer vraiment des gens sur le terrain, donc des aménagistes, des urbanistes. On s'est assuré de couvrir l'ensemble des régions administratives du Québec, d'aller voir autant les milieux ruraux plus éloignés, les villes de petite taille, aussi les grandes villes. Mais vraiment, on a parcouru l'ensemble du territoire québécois et on a pu rencontrer comme ça, pour des entretiens semi-dirigés, à peu près 46 personnes qui provenaient au total de 31 organisations municipales. Donc, parce que par moment, il y avait plus qu'une personne là, qui faisait les interviews avec nous. Et ensuite, pour donner un poids peut-être un peu plus quantitatif à cette enquête-là, on a transformé cet entretien semi-dirigé-là en question un peu plus fermée et qu'on a constitué un sondage en ligne. Au départ, on a visité pour constituer une liste d'envois. Alors, on a fait le tour de tous les sites web de toutes les municipalités et MRC du Québec, et vous savez qu'il y en a beaucoup. Alors, c'était un travail assez long, mais on a constitué une base de données d'à peu près 1500 courriels. Donc, on recherchait dans le fond, bien sûr, quand il y avait une direction en aménagement du territoire, qu'il y avait un aménagiste, bon, on retenait bien sûr le nom de cette personne-là, mais on s'entend que dans des plus petites municipalités, souvent, bon, ça pouvait être ultimement un greffier auquel on écrivait. Donc, on cherchait une personne qui pourrait avoir un certain lien là, avec l'aménagement du territoire et les différentes questions qu'on voulait explorer avec ces personnes. Alors, l'envoi de ces 1500 courriels se sont soldés par une participation de 440 personnes. On a été très, très enthousiastes de cette valeur atteinte. Et surtout, les gens nous écrivaient pour nous dire, ah, moi, j'étais pas dans la liste d'envoi, mais je voudrais participer. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez surprenant que des gens nous courent après pour participer à un sondage. C'est plutôt rare. Donc, on était très contents. Je pense qu'ils étaient heureux, les praticiens de l'aménagement, qu'on ait une oreille attentive un peu à ce qu'ils avaient à dire sur le sujet. Puis par la suite, on a fait une première comptabilisation de l'ensemble des résultats et on a soumis ça à un groupe de discussion qui était essentiellement des gens dans la région de Québec là, pour des raisons tout simplement très pratiques d'accessibilité. Et on leur a demandé un peu de valider nos premiers résultats et aussi de confirmer ou de préciser certains éléments qui nous apparaissaient encore peut-être un peu plus vagues ou qu'on avait besoin de précision. Alors, c'est comme ça que ça s'est déroulé. Et les questionnements, pourquoi on les rencontrait, qu'est-ce qu'on voulait savoir? Bien, c'est sûr qu'au départ, on se disait, nous, on veut faire un produit qui puisse servir aux aménagistes. Donc, est-ce que l'idée qu'on se fait, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que, d'après vous, c'est un projet qui est pertinent à vos yeux? Quel genre d'utilisation vous pourriez en faire? Et après ça, on leur demandait un peu parce qu'on devait réfléchir à comment on va leur livrer ça. Dans notre tête, au départ, on voulait faire une plateforme spécifiquement pour eux. Donc, on voulait voir un peu c'est quoi leur niveau d'expertise en cartographie, en système d'information géographique. Quelles variables ils aimeraient voir? Qu'est-ce que ça leur dit, ça, la vulnérabilité? Quelles sont, selon eux, les variables pertinentes? Et quelles variables croisées on pourrait éventuellement ajouter sur ce site-là? Est-ce qu'il y a d'autres couches d'informations qu'ils souhaiteraient avoir? Et aussi, s'il y avait des besoins technologiques spécifiques, donc par exemple, est-ce qu'on doit être capable d'afficher ça sur une tablette, sur un téléphone? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des petits widgets à l'intérieur pour permettre, je ne sais pas, moi, des calculs de surface, de distance, etc. Donc, évidemment, comme je vous disais, dans le cadre d'aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter l'ensemble des résultats là-dessus, mais on aimerait bien éventuellement, on n'a même pas encore eu le temps là, de dépouiller comme il faut tout ça et éventuellement de peut-être en faire une publication, peut-être dans une publication d'organisation du monde municipal. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses intéressantes à tirer de ça. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a deux constats qu'on a faits pendant cette enquête-là et qui ont un petit peu, je dirais, réorienté le projet. Donc, je vous en fais part. Alors, le premier constat, en fait, c'est que les aménagistes nous disaient que depuis peut-être une dizaine d'années en particulier, il y avait vraiment une multiplication des plateformes où on pouvait obtenir de l'information, que ce soit sur l'environnement, des données climatiques, enfin, toutes des données qui sont pertinentes dans le cadre de leur travail, mais qu'on retrouve finalement un peu partout éparpillées et que si on n'y va pas de façon très fréquente, ben, on oublie comment ça fonctionne, tout ça, puis finalement, on finit par plus les utiliser. Donc, ça, c'était un peu une lourdeur.
Et l'autre aspect, c'est qu'ils ont heureusement validé que notre idée était bonne au départ, donc ça nous a permis de réaliser le projet. Mais c'est surtout qu'ils nous ont dit que ça devrait vraiment diffuser vers un public beaucoup plus large que juste eux. Dans le sens que eux, ça pouvait être utile dans le cadre de leur travail, mais que le public pouvait avoir aussi un grand intérêt à connaître cette information-là. On nous a donné différentes explications, mais entre autres, à l'époque, et là, je la situe en contexte temporel, c'est que ça s'est passé, nos entretiens se sont faits, si ma mémoire est bonne, en 2016. Et donc, c'était bien avant les fameuses inondations, évidemment, du printemps 2017. Et ce qu'on nous disait à l'époque, c'est que finalement, ce qu'on a découvert, c'est que euh, les aménagistes là, étaient extrêmement préoccupés par ces enjeux d'aléas climatiques, mais que malheureusement, souvent, ils ne pouvaient pas consacrer un temps très important parce qu'on leur disait, de la haute administration, des décideurs politiques, que c'était évidemment pas la priorité pour la municipalité, qu'elle avait bien d'autres problèmes à gérer. Je pense qu'aujourd'hui, si on refaisait la même enquête, on aurait un tout autre son de cloche parce que je pense que, évidemment, que ces épisodes-là, il y a énormément de décideurs politiques qui ont vraiment eu une attitude, qui ont maintenant une attitude très différente euh, vis-à-vis l'importance d'intégrer les aléas climatiques dans la planification territoriale. Mais donc, à l'époque, on nous a dit, ben c'est ça, le public pourrait jouer un effet de levier. Les personnes pourraient regarder ça, dire, bon, hey, pourquoi mon secteur il est plus vulnérable? Puis aller faire pression, dire, ben là, il me semble, si vous faites des activités de verdissement, c'est plutôt dans notre secteur que vous devriez le faire parce qu'on est les plus vulnérables face à la problématique des vagues de chaleur, par exemple. Donc, ils espéraient, parce que dans le fond, les aménagistes nous disaient, ben nous, on est un peu entre l'arbre et l'écorce, hein. On a des patrons et on a la population qui elle aussi, exprime des inquiétudes. Donc, on a trouvé quand même l'idée très intéressante et pour les NSPQ, c'était très important, cette idée de pouvoir aussi diffuser l'information auprès du public. Donc, vous verrez à la fin que quand vient le moment de diffuser les résultats, ces deux points-là ont eu un impact et ont changé un petit peu le cours des choses. Je ferme cette portion-là pour le moment et j'ouvre la parenthèse un petit peu plus grande sur le développement des indicateurs de vulnérabilité. Donc, évidemment, peut-être la première étape à faire, c'est de définir la vulnérabilité parce que lorsqu'on regarde la revue littérature, si je vous demandais à chacun d'entre vous de me dire, ben, c'est quoi la vulnérabilité pour vous, c'est sûr qu'on aurait sûrement des petites nuances dans nos définitions, parfois de plus grandes aussi. Et ça ne veut pas nécessairement dire qu'une est meilleure que l'autre. C'est un concept qui a beaucoup évolué aussi avec le temps. Mais là, je tiens à préciser ce que qu'est-ce qu'on voyait comme concept de vulnérabilité. Alors, on a retenu une définition qu'on trouve dans le GIEC, mais qu'on trouve aussi dans différentes documentations, qui est de dire que c'est une condition qui résulte de facteurs vraiment très variés, physiques, économiques, sociaux, environnementaux, et qui prédispose des éléments exposés à la manifestation d'un aléa à en subir des préjudices et des dommages. Et donc, nous, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que pour nous, les éléments exposés, on a quand même réfléchi longuement. Qu'est-ce qu'on veut traiter? Est-ce qu'on veut traiter des infrastructures, de la population, l'ensemble de la population, tout ça? Alors, vous allez voir, on a précisé ça. Et quand on regarde dans la littérature, dans le fond, ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé un peu tout ce qui a été publié en termes de cartographie de vulnérabilité. Qu'est-ce que les gens retenaient comme grande famille d'indicateurs? Et de façon, je vous dirais, assez systématique, il y avait des indicateurs de sensibilité, des indicateurs d'exposition à l'aléa et des indicateurs de capacité. Alors, pour la capacité, on retrouvait à la fois des indicateurs soit de capacité à faire face, soit de capacité à s'adapter. Et ensuite de ça, ben, ce qu'on regardait, c'est OK, c'est quelle variable qui est utilisée pour quantifier, pour évaluer. Et là, ce qu'on trouve, c'est une panoplie de variables. C'est sûr que les variables sont fonction de l'environnement, du contexte géographique, hein. C'est sûr que si je prends une carte de la vulnérabilité aux inondations au Bangladesh, ben, je n'ai pas exactement les mêmes variables qu'ici. Donc, c'est évidemment adapté au contexte géographique. Alors, nous, ce qu'on a retenu ou ce qu'on a décidé de retenir, c'est en fait les sous-indicateurs de sensibilité et ceux de capacité à faire face. Alors, pourquoi l'exposition à l'aléa? On a un peu laissé ça dans le suspens au départ. C'est que, dans le fond,
la problématique qu'on a au Québec, donc on s'intéressait, vous vous rappelez, aux vagues de chaleur, puis aux aléas hydrométéorologiques, prenons les inondations par exemple, ben, c'est que souvent, c'est pas si facile que ça de définir la présence d'un aléa sur le territoire, ou ça peut être aussi très imprécis. Prenons les cartes d'inondation. On sait qu'actuellement, elles sont complètement en refonte parce qu'elles sont plus adéquates. Euh, L'évolution, les changements climatiques ont apporté beaucoup de changements au niveau hydrologique. Donc, les cartes d'exposition 20 ans, 100 ans ne sont plus nécessairement pertinentes à l'heure actuelle, donc on doit les retravailler. Et par exemple, ben, définir c'est quoi la zone d'exposition aux vagues de chaleur, ça peut être aussi un petit peu, bon, on peut faire des choix, dire ben, ça va être tout l'environnement bâti, mais on peut se retrouver dans un environnement qui est un peu plus isolé, pas nécessairement très dense, et aussi être exposé aux vagues de chaleur. Donc, ultimement, on s'est dit, ben, dans le fond, nous, on s'intéresse à, bien sûr, vous comprenez, on travaillait bien sûr avec l'Institut national de santé publique, donc nous, on s'intéresse à la population, et plus particulièrement à la population résidente. Donc, pour nous, en fait, l'exposition à l'aléa, on a laissé faire la présence de l'aléa, on n'a pas cherché à la définir, mais on a dit, nous, on veut savoir, on veut aller voir la population qui est résidente, là, est-ce qu'elle est exposée ou non? Donc, finalement, notre territoire exposé est devenu l'écoumène, c'est-à-dire les lieux géographiques où vivent les populations. Alors, dans le fond, si je dis ça plus simplement, c'est qu'on ne voulait pas faire une cartographie comme vous voyez là à l'écran sur la gauche. On ne voulait pas faire une espèce de cartographie mur à mur pour l'ensemble du Québec parce que, premièrement, ça envoie un message qui peut être parfois confus dans le sens que, oui, je peux mettre un secteur qui est vulnérable, mais ce n'est pas tout l'espace géographique qui est vulnérable puisque la population est restreinte à un tout petit espace. Donc, on voulait, dans le fond, définir un écoumène puis simplement aller cartographier à cet endroit-là les valeurs de vulnérabilité. Alors, ça règle le cas de l'exposition. Euh, la sensibilité, quant à elle, on va aussi la définir parce que je vous dirais que c'est un des indicateurs pour lesquels les définitions vont varier beaucoup dans la littérature. Je prends le GIEC, entre autres. Pour le GIEC, la sensibilité, ça inclut autant les éléments qui peuvent contribuer à augmenter la vulnérabilité ou à la réduire. Alors que nous, vous allez voir, vu les méthodes statistiques qu'on emploie, c'est important qu'il n'y ait pas, dans un même sous-indicateur, qu'il n'y ait pas des éléments qui contribuent à augmenter ou à réduire la vulnérabilité. Donc, on les a séparés. Donc, pour nous, la sensibilité, c'est des conditions intrinsèques d'un élément qui le rend particulièrement vulnérable. Donc, dans le fond, c'est tout ce qui va contribuer à rendre vulnérable, donc à augmenter la vulnérabilité. Et en contrepartie, ben, la capacité à faire face, ça va être un peu l'inverse. Donc, ça va être la somme, la combinaison de toutes les forces ressources qui vont contribuer plutôt à réduire la vulnérabilité, soit des individus, soit des collectivités éventuellement. Et là, j'ai retenu pour ce cas-ci la définition du ministère de la Sécurité publique. Alors, si je reprends du début, pardon, on a au départ on a identifié grâce à la revue de littérature, entre autres, mais il y a plein de variables qui peuvent définir la vulnérabilité. On a bien sûr été voir ce qu'il y avait dans les revues de littérature. On a regardé aussi, bien sûr, en même temps, on avait fait notre enquête auprès des aménagistes qui nous ont dit, ben moi, je trouve que la capacité à faire face, c'est bien incarné par tel type de variable, ou la sensibilité est la même chose. Alors, on a tenu compte de ça. Et ultimement, le filtre ultime, vous vous en doutez bien, c'était la disponibilité des données. Et nous, on avait un double défi à ce moment-là, c'est qu'on devait absolument réaliser la cartographie pour l'ensemble du territoire québécois, en fait le Québec méridional, disons, et on devait le faire à l'échelle la plus fine possible. Parce que vous vous doutez bien que quand on a demandé aux aménagistes à quelle échelle optimale voudriez-vous obtenir cette information-là, c'est sûr qu'on la voulait à l'échelle la plus fine possible. Donc, quand on passe au travers de tous ces filtres-là, bien, malheureusement, il reste beaucoup moins de variables. Disons que pour le premier domaine, celui de la sensibilité, la déception, elle n'est pas trop grande, même qu'il y a une belle variété, je dirais, de variables qui ont pu être identifiées. Alors, la façon de lire le tableau ici, c'est que quand les variables sont indiquées sur un fond blanc, ce sont des variables qu'on a utilisées dans les deux contextes, pour les deux aléas, donc vague de chaleur et hydrométéorologie.
Et quand c'est bleu, ben, c'est strictement un aléa une variable qui est servie pour l'aléa hydrométéorologique. Et quand c'est jaune, alors ça servait plutôt uniquement pour les vagues de chaleur. Vous voyez qu'au niveau de la sensibilité, je rappelle que c'est des éléments qui contribuent à augmenter la vulnérabilité, ben, on a deux sous-dimensions, donc la sensibilité socio-économique et la sensibilité géographique, qui est en fait liée beaucoup à l'environnement bâti, c'est-à-dire où et dans quel bâtiment résident ces personnes. Alors, on pourra revenir à la période des questions si vous avez un questionnement sur la pertinence d'une de ces variables-là. Mais j'enchaîne tout de suite avec les variables de capacité à faire face. Et c'est là qu'on a eu beaucoup de déceptions, dans le sens où on s'est rendu compte finalement qu'il n'y a pas énormément de métriques. C'est sûr que si vous voulez faire, par exemple, une carte de vulnérabilité pour un petit quartier à Montréal, il y en existe, on en a vu qui ont été produites, mais à ce moment-là, les chercheurs ont fait comme démarche d'aller interroger la population. Donc, ils ont été récolter des données, ils ont généré de nouvelles données. Mais comme je vous disais tantôt, nous, on ne devait pas créer de nouvelles données, mais bien prendre ce qui existe déjà et qui couvre l'ensemble du Québec. Alors, à ce moment-là, essentiellement, ce qu'on a pu obtenir, c'est des variables de proximité, donc d'accessibilité à des services. C'est sûr qu'avec le temps, c'est un de nos objectifs d'augmenter sensiblement la variation, hein, d'avoir un plus grand échantillon là, de variables pour la capacité à faire face. Donc, il y a d'ailleurs une étudiante là, qui va déposer sous peu là, son mémoire, là, qui, elle, a travaillé à essayer d'enrichir, enfin, d'avoir des pistes de réflexion sur comment on pourrait enrichir là, ces variables de capacité à faire face. Rapidement, je dis un mot pour l'écoumène, dans le sens pour vous dire que, évidemment, l'écoumène n'existait pas, là, il y avait pas. On n'a pas pris un écoumène qui existait déjà, donc il y a eu un gros, gros travail de cartographie. On est en cours de publication là, pour publier dans une revue ce travail-là, donc qui est très technique, mais qui est quand même, qui peut être très, très utile peut-être pour certains d'entre vous là, qui souhaitez définir un écoumène très précis pour votre territoire. Donc, je suis malheureusement pas compétente pour vous expliquer toutes les étapes qui ont mené à ça, puisque je n'ai pas travaillé sur cet aspect-là, mais juste pour mentionner que c'est vraiment intéressant. On peut éventuellement vous fournir toute la littérature et le rapport qui a été déposé là, à Oranos, là, qui expliquait entre autres comment on a fait ça. Donc, gênez-vous pas si vous avez éventuellement des besoins par rapport à ça. Donc, première étape de franchie, on a identifié nos variables pour la sensibilité et la capacité à faire face. Sauf que là, vous l'avez vu, on a plusieurs variables, mais il faut faire une synthèse de ces variables-là parce que, ultimement, on veut une seule valeur pour la sensibilité et une seule valeur pour quantifier la capacité à faire face. Alors, pour ce faire, on a encore regardé du côté de la littérature, qu'est-ce que les gens utilisent habituellement. Je vous dirais que c'est les trois approches qui sont habituellement utilisées. Nous, on a retenu en fait la deuxième, donc l'analyse en composantes principales. Pourquoi? Ben, c'est qu'elle a vraiment deux grands avantages, cette façon de faire. Premièrement, ben, elle a pour effet de réduire le nombre de variables. Donc, c'est le concept même derrière cette analyse statistique, c'est de réduire le nombre de variables. Et en parallèle avec ça, c'est qu'elle évite aussi la redondance entre les variables. Et je donne un exemple pourquoi c'est important. Si on prend l'indicateur de sensibilité, trouver les variables qu'on a mis tantôt dans un tableau. Alors, si je prends par exemple la variable pourcentage de familles monoparentales, ben, vous vous doutez bien que c'est souvent très fortement corrélé avec le pourcentage de faibles revenus. Alors, ce qui est intéressant avec l'analyse en composantes principales, c'est qu'elle va regrouper dans une seule composante toutes ces variables-là. Et ça va éviter donc de donner un poids trop important à, disons, des variables qui seraient fortement corrélées entre elles. Donc, par la suite, on obtient un nombre divers là, de composantes et on fait une agrégation quantitative de ces composantes-là et on retrouve au final donc une valeur de sensibilité. On fait le même processus pour la capacité à faire face et on obtient une valeur de capacité à faire face. Donc là, on est rendu à l'étape finale, c'est-à-dire qu'il faut maintenant, en utilisant ces deux paramètres-là, sensibilité, capacité à faire face, trouver une valeur de vulnérabilité. Encore là, certainement, on s'est penché vers la littérature. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve surtout une façon de faire.
Mais on a décortiqué d'autres petites méthodes aussi possibles et au final, on a choisi de retenir deux façons de faire. Donc, deux sortes, si vous voulez, entre guillemets, de vulnérabilité. La première, on l'a appelée la vulnérabilité brute et essentiellement, c'est ce qu'on retrouve le plus là, dans la littérature, c'est-à-dire qu'on va prendre la valeur de la sensibilité. Donc, on va prendre la valeur de tous les éléments qui contribuent à augmenter la vulnérabilité et on va la soustraire de tout ce que j'ai pour me défendre, donc de ce qui me permet de réduire ma vulnérabilité. Puis ça va me donner une vulnérabilité brute. Bon, si je donne un petit exemple ici pour un tout petit bout d'écoumène, ben, on va évidemment remplacer les valeurs de sensibilité chiffrées par des indicateurs un petit peu plus semi-quantitatifs. Donc, on va aller d'une vulnérabilité très forte à une vulnérabilité très faible. Donc, ça, c'est intéressant parce que si on fait une carte à l'échelle du Québec, ben, on peut voir là, vraiment à l'échelle provinciale, ben, y a-t-il des secteurs qui sont plus favorisés ou moins favorisés au niveau de la vulnérabilité? Donc, ça peut être intéressant. Ce qu'on a décidé aussi de conserver, c'est une deuxième vulnérabilité qu'on a appelée une vulnérabilité relative. Et la raison pour laquelle on tenait à conserver ça, même si c'est vrai qu'objectivement, ça peut peut-être créer un peu de confusion chez le lecteur, chez la personne qui va sur le site web, pourquoi il y a deux vulnérabilités, tout ça. On a essayé disons, de l'expliquer le plus simplement possible. Mais c'est surtout pour éviter que la, lorsque quelqu'un regarderait, par exemple, la carte de vulnérabilité brute, dise, « Oh mon Dieu, moi, je suis vraiment dans une zone très vulnérable. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce qui se passe dans mon secteur, etc. » Je vous dirais que pourquoi on a aussi cette préoccupation-là, c'est que parmi les organismes gouvernementaux qui travaillaient avec nous, il y en a qui n'étaient pas extrêmement favorables, je vais rester poli, à l'idée qu'on diffuse à un large public là, des cartes de vulnérabilité. Premièrement, ils craignaient qu'on mélange le concept de risque avec vulnérabilité, et c'est vrai que c'est souvent des concepts qui peuvent être confondus. Mais là, on s'inquiétait de dire, ben là, s'il y a un citoyen qui voit ça, pourquoi je suis très vulnérable, et là, ça part la machine à inquiétude. Alors, en ayant une deuxième cartographie de la vulnérabilité, qui s'appelle justement vulnérabilité relative, le but, c'est de relativiser les choses. Donc, je vous explique c'est quoi la deuxième technique qu'on a retenue. C'est une cartographie bivariée. En fait, on a retenu un peu l'approche de M. Pampalon, qui, vous connaissez certainement, sa cartographie, où il va avoir, pour son indice de défavorisation matérielle et sociale, il va conserver deux axes. Un premier axe qui est défavorisation sociale, qu'on a ici à l'horizontale, et un deuxième axe à la verticale, la défavorisation matérielle. Et donc, selon où est-ce qu'on se trouve, ben, on a plus ou moins une défavorisation dans un des axes. Alors, nous, on a appliqué la même formule, mais pour la capacité à faire face à la verticale et la sensibilité à l'horizontale. Pourquoi la capacité à faire face, on a retenu seulement trois classes? Bien, comme vous l'avez vu, on n'a pas une grande variété de variables. Et on s'est dit, ben, on n'est peut-être pas en mesure, à l'heure actuelle, avec cet indicateur-là, de définir un nombre très, très élevé de classes. Donc, trois classes, ça nous apparaissait intéressant. Et pour ce qui est de la sensibilité, là, on trouvait qu'on avait quand même une belle variété de variables pour calculer l'indicateur. Donc, on s'est dit, OK, on va pouvoir se permettre de discriminer un peu plus de classes. Donc, on l'a fait en 5 classes. Et aussi, dans la littérature, une des choses qu'on constate, c'est quand on parle de vulnérabilité, on dit de façon générale que les indicateurs de sensibilité ont un poids beaucoup plus important sur la vulnérabilité que les indicateurs de capacité à faire face. Donc, c'est pour ça qu'on l'a retenu. Alors, vous voyez que quand on regarde maintenant la carte, je vais faire réapparaître, donc de ce côté-ci à gauche, je vous ai remis la carte de la vulnérabilité brute. Et du côté droit, vous avez la carte de la vulnérabilité relative. Vous voyez que pour un même secteur, l'image change quand même de façon importante. Et si je prends en particulier un endroit où est-ce que j'avais mis une petite flèche jaune ici, vous voyez qu'on passe quand même d'une vulnérabilité qui était élevée à une vulnérabilité qui est beaucoup moindre. Pourquoi? Ben, c'est que oui, c'est un secteur où la sensibilité est importante, mais par contre, c'est un secteur qui est très bien desservi au niveau des services.
Donc, ça fait baisser de façon générale sa vulnérabilité, donc la vulnérabilité relative. C'est pour ça que je trouve intéressant d'avoir deux cartographies parce que ça permet, bon, d'avoir un premier portrait global, mais après ça, on peut regarder un peu plus près, OK, mais pour quelles raisons j'ai ces valeurs-là et de relativiser un peu. Alors, voilà ce que ça nous donnait sur, voilà quelle était notre méthodologie. J'y vais maintenant avec la diffusion de la cartographie. Donc, vous savez, au départ, le projet, je veux dire bien naïvement, là, sur papier, c'était tout simplement de créer une nouvelle plateforme où le professionnel en aménagement du territoire trouverait là, toutes les données qui l'intéressent, qui sont pertinentes pour lui, pour faire un bon travail de planification, pour faire peut-être des activités de sensibilisation. Sauf qu'en faisant l'enquête auprès d'eux, ils nous ont dit qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de plateformes. Alors, on s'est dit, ouais, on est peut-être un petit peu malvenu d'ajouter une autre plateforme. Même si on se dit, ben, on va essayer de vraiment mettre toutes les données qu'ils veulent, on sait qu'on ne peut pas nécessairement répondre à tous les besoins. Puis on s'est dit, bon, il faut quand même vérifier dans qu'est-ce qui existe actuellement. Est-ce qu'il n'y a pas un produit qui répond déjà à leurs besoins? Et, euh, et aussi, dans le cadre de l'enquête, on leur avait demandé, c'est quoi les plateformes que vous utilisez dans le cadre de votre travail, sur lesquelles vous allez voir des données, vous allez télécharger des couches de données dans le cadre de vos fonctions, tout ça. Et on nous avait bien sûr parlé un peu de l'application de territoire, mais quand même de façon, je dirais, peu, en fait, même plusieurs des personnes interrogées n'utilisaient pas cette application-là. Et là, on a fait appel aux personnes qui ont développé cette application-là, qui est l'application Territoire. On va dire, je ne me souviens plus du nouveau nom du ministère, mais en tout cas, anciennement, les affaires municipales et l'occupation du territoire. Là, je pense que le nom a changé aujourd'hui. Et ce qu'on s'est rendu compte, finalement, après la présentation par les géomaticiens de l'équipe là-bas, c'est que finalement, cette plateforme-là, elle fait vraiment tout ce qu'ils souhaitaient avoir au niveau de l'ergonomie, au niveau des outils de recherche, de l'extraction de tableaux, de données. Je vous dirais même l'ensemble des variables qu'ils souhaitaient avoir étaient presque tous là, sauf peut-être qu'il manquait, bien sûr, les cartes de vulnérabilité, là, il n'y avait pas ça encore, mais puis les cartes peut-être sur des données climatiques. Mais tout le reste, c'était là vraiment. Et on s'est dit, mais mon Dieu, c'est là qu'il faudrait déposer notre information, dans le fond, qu'on va générer, parce que dans le cadre de leur fonction, ceux qui doivent, par exemple, travailler sur le schéma de développement durable, ben, ils doivent le schéma de développement de leur région, ils doivent le déposer sur cette plateforme-là. Et là, petit à petit, on s'est questionné, mais pourquoi ils ne l'utilisent pas, tout ça. Et les géomaticiens nous ont dit, ben, c'est probablement qu'ils ont beaucoup en tête l'ancienne version de territoire qui, je crois, s'appelait SIGAT, entre autres, et qui était évidemment très, très dépassée, qui était très lente sur le plan ergonomique, c'était peu sophistiqué, ça ne faisait pas beaucoup de choses non plus. Et donc, les gens n'ont comme pas repris l'habitude d'aller là. Donc, ultimement, on s'est dit, c'est vraiment la plateforme sur laquelle il faut diffuser cette information-là. Et si ça permet de redonner le goût aux professionnels du territoire, à l'aménagement du territoire, d'utiliser cette plateforme-là, bien, ça sera aussi une contribution positive. Et donc, le ministère a accepté qu'on puisse déposer nos couches de données et plusieurs autres, en fait, vous allez voir, on a contribué avec l'INSPQ aussi à ajouter d'autres couches de données, par exemple, sur un indicateur sur le niveau de climatisation dans les résidences et d'autres indicateurs aussi en santé, plus spécifiquement. Donc, pour les professionnels en aménagement du territoire, ben, on a diffusé l'information sur territoire. C'est sûr qu'ils peuvent aussi utiliser l'Atlas de la vulnérabilité.ca puisque c'est ouvert à tous. Et en contrepartie, par contre, territoire, c'est une plateforme de données qui n'est pas accessible au grand public et à plusieurs personnes, par exemple, qui travailleraient dans le milieu communautaire. Donc, c'est pour ça que, dans le fond, toute notre énergie est allée plutôt à développer une plateforme grand public et j'ajouterais organisation communautaire parce que je pense que ça peut aussi être utile, que l'on a appelé atlasdelavulnérabilité.ca. Alors, je vais juste vérifier l'heure pour être certaine de ne pas trop dépasser. Je vais essayer d'accélérer. Alors, la plateforme grand public, dans le fond, vous sélectionnez, probablement certains d'entre vous ont déjà allé visiter, vous sélectionnez un des deux aléas et là, vous avez accès à ce qu'on appelle, nous,
un outil web, là, une application. Et dans cette application-là, dans le fond, vous pouvez choisir les fonds de carte que vous désirez, vous pouvez choisir des variables climatiques, vous pouvez aussi aller évidemment chercher des sous-régions. On a ajouté de l'information, par exemple, les zones qui ont été inondées au printemps 2017. On a ajouté aussi, évidemment, toute la cartographie qu'on a faite, que ce soit au niveau de la sensibilité, les indicateurs de capacité à faire face et les indicateurs de vulnérabilité. Et ensuite de ça, donc vous pouvez afficher la vulnérabilité brute et de façon simultanée aller voir, mais quelle est donc la vulnérabilité relative pour un secteur donné en particulier et voir effectivement qu'il y a peut-être il faut peut-être relativiser le résultat de la vulnérabilité brute. Et ensuite, ce qui est très intéressant, je pense, entre autres pour beaucoup de vous qui êtes en ligne présentement et qui êtes rattachés à des organisations, c'est de pouvoir ajouter vos propres données. Donc, vous pouvez aller choisir des couches de données supplémentaires qui existent sur Esri, par exemple, etc. Rapidement, je dis un mot aussi sur les variables. On peut aller voir les variables en détail. Deux secteurs qui sont côte à côte, qui sont très vulnérables. Pourquoi un est très vulnérable, l'autre n'est pas? Donc, on peut s'apercevoir que ben, un secteur a une très, très grande proportion de personnes vivant seules, l'autre secteur un peu moins, etc. Et on peut faire aussi l'affichage de services. Et donc, ce que je disais, je m'excuse, j'ai comme interposé deux variables, mais ce que je disais aussi qui est très, très apprécié, c'est que vous pouvez carrément afficher vos propres données. C'est sûr que vos données ne sont pas téléchargées dans nos systèmes, mais ça vous permet d'avoir un outil de visualisation de vos propres données. Alors, à ce moment-là, vous pouvez les téléverser. Alors, je termine rapidement pour le potentiel et les suites de la classe. Donc, le potentiel, en fait, c'est plus vous, en fait, qui pourriez me le dire, mais une chose qui peut être intéressante, c'est d'aller identifier en cartographiant, on est allé chercher vraiment tous les secteurs, on a mis un petit point sur tous les secteurs qui étaient en fait à la fois les plus vulnérables sur le plan de la vulnérabilité brute et relative. Donc, ça permet vraiment de dire qui sont les vraies régions très, très vulnérables. Et on peut faire l'inverse aussi, les régions qui sont vraiment moins vulnérables. Et je donne un exemple d'utilisation, c'est que si on lance des appels d'offres pour du verdissement, ben, c'est sûr qu'une région pourrait utiliser les produits de cette cartographie-là en disant, ben, écoutez, à l'échelle du Québec, on est vraiment les plus vulnérables aux vagues de chaleur. Donc peut-être c'est une raison de plus de nous favoriser dans notre demande, par exemple, d'obtention de fonds pour du verdissement. Plusieurs nous ont témoigné aussi des utilisations qu'ils ont fait. Par exemple, une grande ville qui nous ont contactés pour nous dire qu'ils allaient utiliser, eux, la vulnérabilité, l'évaluation de la vulnérabilité pour prioriser leurs actions de porte-à-porte là, pour sensibiliser les citoyens aux vagues de chaleur. Donc, ils n'étaient pas en mesure de faire une sensibilisation qui couvrait l'ensemble du territoire, mais ils vont principalement aller aller desservir, faire ce porte-à-porte-là dans les secteurs plus vulnérables. Un autre nous a mentionné et remercié d'avoir fait ce projet de cartographie et qui n'a pas été uniquement une cartographie pour les grandes villes. Parce qu'en fait, c'est sûr qu'au départ, les grandes villes ont tout à fait les moyens de faire des produits comparables à ce que nous, on a fait. C'était beaucoup plutôt plus destiné aux MRC, aux petites municipalités qui n'ont pas nécessairement les ressources. Donc, il y a une municipalité dans le cadre d'efforts qu'ils font en ce moment sur la reconnaissance auprès d'une organisation internationale. Ils ont dit, ben, on va utiliser ce que vous avez fait, ça nous aide, ça nous donne de l'information. Et pour le reste, ben, écoutez, comme je dis, c'est vous qui pouvez nous dire. Mais moi, je dirais, la petite contribution très simple que je souhaite, c'est que moi, personnellement, ça m'a permis de mieux connaître mon secteur, ma région, et d'être plus sensibilisée. En fait, moi, j'habite dans un quartier qui est très en changement parce que c'est un quartier où il y avait beaucoup, beaucoup de personnes âgées et je croyais vraiment que le nombre de personnes âgées était rendu relativement restreint parce que je voyais beaucoup de familles s'installer, entre autres, en face de chez moi et tout ça. Mais en regardant les résultats de la classe, je me suis rendu compte qu'il y avait encore 60% de personnes d'âge sensible et qui vivaient seules. Donc, c'est sûr que quand il y a une problématique environnementale, que ce soit du verglas, une tempête de neige, je suis beaucoup plus sensible maintenant à l'environnement immédiat de mon voisinage. Donc, je pense que la contribution, ça peut être aussi simple que de renforcer peut-être un certain niveau de civisme pour les citoyens. Pour les suites à donner, ben, je passe rapidement, mais je veux juste vous dire que la classe ne va pas s'arrêter là. C'est sûr que
Dès le prochain recensement canadien, on va évidemment mettre à jour. On trouve ça intéressant de pouvoir suivre temporellement l'évolution. On souhaite améliorer aussi la quantité de variables qui sert, surtout pour la capacité à faire face. Et on a des projets avec, par exemple, l'Agence de santé publique du Canada, d'aller valider là, nos résultats un petit peu pour la rive sud, entre autres, euh, avec Lily Lessard, aller faire une enquête terrain pour voir un peu les résultats. Puis aussi, avec l'Agence de santé du Canada, c'est d'aller un peu reproduire le même modèle, mais pour l'ensemble du Canada, puis à des échelles plus grossières, comme des échelles régionales et aussi à des échelles plus fines. Donc, bref, on a trouvé d'autres fonds là, pour continuer d'améliorer tout ça. Donc, on est très heureux de ça. Donc, écoutez, c'est ce qui met fin à ma présentation. Je tiens bien sûr à remercier tous les organismes qui nous ont supportés financièrement et aussi sur le plan scientifique pour le suivi. Et, ça me fera plaisir de répondre à vos questions.